Donc, très bien, bonjour tout le monde. Donc, la dernière fois, on avait commencé le premier chapitre, hein, le premier chapitre qui porte sur les formes ainsi que les fonctions de la monnaie. Donc, on avait commencé à expliquer les différentes formes de monnaie. Donc, juste pour y revenir et pour résumer un peu, donc, les formes de la monnaie, on a d'abord une monnaie divisionnaire, qui sont les pièces. On a, qu'on peut appeler aussi une monnaie métallique, la monnaie divisionnaire. On a la monnaie fiduciaire, hein, c'est la monnaie métallique et la monnaie papier, c'est-à-dire c'est les pièces et les billets. Donc, pièces plus billets, ça donne monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie fiduciaire, elle englobe en elle-même la monnaie divisionnaire. On a la monnaie scripturale, ou appelée aussi monnaie écrite. Hein, c'est les jeux de compte, c'est les jeux d'écriture, hein, entre une banque et une autre, par exemple. C'est ce qu'on appelle des jeux d'écriture. C'est la monnaie écrite. Hein, c'est une monnaie qu'on ne peut pas voir. Hein, c'est une monnaie qui est écrite. C'est pas comme les pièces ou bien comme les billets. Les pièces ou bien les billets, je peux les toucher, je peux les avoir dans ma poche, etc. Je peux c'est quelque chose de concret que je suis en train de voir. Par contre, la monnaie scripturale, c'est une monnaie que je ne peux pas voir. C'est une monnaie qui est écrite, mais que je ne peux pas voir. Très bien. Alors, la monnaie numérique. Alors, la monnaie numérique, que certains aussi appellent une porte-monnaie électronique. Donc, on a deux formes de monnaie dans la monnaie numérique. On a une monnaie électronique, on a une monnaie qui est virtuelle. Donc, ici, j'ai Mehdi qui lève la main. Je ne sais pas, est-ce qu'il veut vraiment prendre la parole? Genre, je désactive le micro de Mehdi. Oui, Mehdi, vous pouvez réactiver votre micro si vous avez une question. نعم سوى كان ديفولت خطأ Ok, نحيد ça marche. Très bien. Alors, donc, comme je disais, donc on a la monnaie divisionnaire. La monnaie divisionnaire, c'est les pièces. On a la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est les pièces et les billets. C'est-à-dire que la monnaie fiduciaire, elle englobe euh, la monnaie divisionnaire. On a la monnaie scripturale, c'est la monnaie écrite, c'est les jeux de compte. Hein. C'est quand je fais, par exemple, un transfert d'argent à quelqu'un d'autre, de ma banque à sa banque. J'ai une banque, par exemple, j'ai un compte bancaire dans la Société Générale et je veux transférer de l'argent à quelqu'un qui a de l'argent, qui est son compte bancaire, par exemple, dans la banque CIH, par exemple. Donc, automatiquement, quand je vais faire ce transfert d'argent, hein, ce virement d'argent, il va y avoir un jeu d'écriture entre les banques. C'est-à-dire que mon compte va être débité, le compte de l'autre personne va être crédité. Donc, automatiquement, le compte de ma banque, qui est la Banque Société Générale, va être débité. Le compte du CIH, qui est la banque de l'autre personne à qui je transfère l'argent, va être crédité. Très bien. Et on a la monnaie numérique. La monnaie numérique, c'est d'abord la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est l'ensemble des paiements que je vais réaliser d'abord à l'aide de ma carte bancaire, vu que c'est une carte électronique. Et en plus de ça, la monnaie électronique a connu beaucoup d'évolutions technologiques. On va voir des exemples tout à l'heure. Et on a aussi la monnaie virtuelle. Donc, on va expliquer un peu cela tout à l'heure. Très bien. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est un peu, c'est quoi la monnaie fiduciaire? On a dit la monnaie fiduciaire, c'est des billets plus les pièces. Donc, c'est la monnaie divisionnaire plus les billets de banque. Les différents billets que vous connaissez, avec lesquels on se sert tous pour consommer, pour faire des transactions, etc.
Alors, le problème de la monnaie fiduciaire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une certaine traçabilité dans les différentes transactions. C'est-à-dire, je vais aller voir quelqu'un pour acheter, par exemple, un téléphone. Il me dit, le téléphone, il coûte 2000 dirhams. Je vais payer les 2000 dirhams en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire c'est en billets ou bien en pièces. Je vais lui le payer directement. Il n'y aura pas de traçabilité sur cette transaction. Il n'y aura pas de traçabilité, il n'y aura pas de preuve comme quoi j'ai acheté ce téléphone-là de chez ce monsieur avec le montant X. Non, je ne peux pas prouver que j'ai acheté, ce téléphone avec un montant de 2000 dirhams de chez ce monsieur-là. Très bien. Donc, c'est le problème de la monnaie fiduciaire. Il n'y a pas une certaine traçabilité. Et c'est pour cela qu'on est passé à la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, son avantage, c'est qu'il y a une traçabilité, il y a une écriture, il y a un jeu de compte. On va débiter un compte et on va créditer un autre. On va créditer un compte, on va débiter un autre. Alors, parmi les moyens qui facilitent euh, la circulation de cette monnaie scripturale, bien sûr, un des exemples, c'est le chèque bancaire. Je vais vous payer en vous donnant un chèque bancaire. Vous allez prendre le chèque bancaire et vous allez le déposer dans votre banque. Quand vous allez déposer le chèque dans votre banque, automatiquement votre banque doit contacter ma banque pour savoir si j'ai de l'argent ou pas. Et ma banque doit transférer l'argent à votre banque pour que cet argent soit remis dans votre compte bancaire. Donc, هنا كاين واحد le jeu d'écriture, qui est une écriture comptable. Donc, qui est un transfert de monnaie. Mais est-ce que je vois cette monnaie? Non, je ne la vois pas. Qu'est-ce que je donnais? J'ai donné un chèque bancaire. Donc, le chèque bancaire, ce n'est pas une monnaie, ce n'est pas un moyen de paiement, mais c'est un instrument qui permet de faciliter la circulation de cette monnaie scripturale. La même chose, par exemple, pour une carte de crédit. La carte de crédit, ça dépend de son utilisation. Si j'utilise, par exemple, ma carte de crédit pour faire un transfert d'argent, aussi la carte de crédit, la carte bancaire va être comme un moyen qui facilite ce transfert bancaire, ce virement d'argent. Donc, ça va donner lieu à une écriture bancaire, à une écriture comptable. Donc, c'est une monnaie écrite qui est partie de mon compte, par exemple, à votre compte. Bien quand j'achète, c'est une monnaie qui part de mon compte là au compte du commerçant de chez qui j'ai acheté en utilisant une carte bancaire. Alors, on a la monnaie électronique. Donc, la monnaie électronique, c'est l'ensemble de la monnaie qui est stockée dans des mémoires électroniques indépendantes. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors là, quand on passe à la monnaie électronique, on va dire, c'est l'opposant de la monnaie fiduciaire, de la monnaie divisionnaire, de la monnaie scripturale. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la monnaie divisionnaire, qui sont les pièces, la monnaie fiduciaire, les pièces plus les billets, c'est quelque chose de palpable, c'est concret, que je peux toucher. Mais le problème de la monnaie fiduciaire, c'est que ce n'est pas traçable, il n'y a pas de traçabilité. Alors que dans la monnaie scripturale, il y a de la traçabilité. Alors, ici, le changement qu'il y aura en passant à la monnaie électronique, c'est qu'on aura de la monnaie qui est stockée dans une base de données ou bien dans une mémoire électronique qui peut être indépendante de mon compte bancaire. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte bancaire pour utiliser une monnaie électronique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la monnaie scripturale. Pour la monnaie scripturale, c'est obligatoire d'avoir un compte bancaire pour faire une transaction, pour acheter un bien, par exemple. Donc, pour la monnaie scripturale, il y a plus de traçabilité, il y a plus de preuves et il y a une certaine centralisation des différentes transactions commerciales. Quand on passe à la monnaie électronique, on n'est pas vraiment censé passer par un système qui est centralisé, passer par une banque centrale, etc. Alors, ici, on va prendre un exemple de monnaie électronique, de paiement électronique. C'est la première forme d'une monnaie électronique qu'on peut aussi appeler porte-monnaie électronique. Alors, le porte-monnaie
électronique, c'est l'ensemble de supports électroniques, informatiques qui permettent l'échange sans qu'il soit sur papier. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser du papier, même si ça va créer ou bien ça va faciliter la circulation de la monnaie scripturale. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Il va donner au commerçant le TPE que vous êtes en train de voir, terminal de paiement électronique. Il va donner au consommateur, au client, la carte de crédit, par exemple, et il y a toujours un intermédiaire qui est la banque. Donc, moi, par exemple, je suis consommateur, je veux acheter un bien, je vais voir mon commerçant, par exemple, ou bien le magasin qui vend les différents biens que je veux acheter. Je vais aller chez lui avec ma carte, je vais prendre les biens, je vais insérer cette carte-là, mettre mon code, etc. Et automatiquement, je suis connecté au compte bancaire du commerçant ainsi qu'à mon compte bancaire. Donc, automatiquement, il y aura une connexion électronique et si j'ai de l'argent dans mon compte bancaire, si je mets un mot de passe qui est correct, automatiquement, l'argent va être transféré de mon compte bancaire au compte bancaire du commerçant de façon qui est immédiate. Donc, c'est pas comme le chèque bancaire. Le chèque bancaire, on doit attendre quelques jours pour savoir si le compte contient une provision ou pas, si le chèque est sans provision ou pas. Donc, alors que là, ici, dans un paiement électronique ou ce qu'on appelle une porte-monnaie électronique, le paiement est immédiat, le transfert est immédiat et je peux savoir immédiatement si, par exemple, le propriétaire de la carte bancaire n'a pas de l'argent dans son compte. Donc, si je n'ai pas de l'argent dans mon compte, quand je vais insérer, je vais mettre le mot de passe, on va dire que votre compte ne contient pas assez d'argent pour payer cette transaction ou bien pour acheter ce bien. Alors, dans cet exemple-là, il y a toujours l'intermédiaire de la banque, c'est-à-dire que j'ai une carte bancaire qui est liée à mon compte bancaire et le commerçant a une TPE, un TPE qui est lié à son compte bancaire. Donc, on est toujours ici dans un système qui est centralisé, dans un système qui est géré par la banque centrale. Donc, par exemple, au Maroc, c'est un système qui est géré par Banque El Maghrib, qui est la banque centrale. Donc, automatiquement, quand j'ai une carte de crédit, cette carte bancaire avec laquelle je vais payer, cette carte, elle est liée à mon compte bancaire. Automatiquement, le terminal de paiement électronique du commerçant, il est lié à son compte bancaire. Donc, c'est un système qui est, qu'on va dire, c'est un système centralisé, qui est géré par une seule entité, qui est la banque centrale. Donc, ici, vous avez d'autres exemples de la monnaie électronique. Un des exemples, par exemple, c'est le PayPal. Alors, le PayPal, c'est un site Internet qui offre la possibilité d'effectuer des paiements et de transferts d'argent en ligne avec un maximum de sécurité. Donc, ici, par exemple, euh, quand je vais créer un compte PayPal, quand je vais alimenter mon compte PayPal avec de l'argent, je peux effectuer des transactions à l'aide de ce compte PayPal. Est-ce que je dois obligatoirement passer par mon compte bancaire que j'ai par exemple un compte dans la Société Générale. Est-ce que pour effectuer de l'argent à partir de mon compte PayPal, je dois passer par mon compte bancaire dans la Société Générale? Non, je ne suis pas forcé, je ne suis pas obligé à passer par mon compte bancaire. Et c'est là, on va passer de ce qu'on appelait avant une centralisation à ce qu'on appelle maintenant une décentralisation. Est-ce que la Banque centrale gère maintenant cette transaction que je viens d'effectuer avec mon compte PayPal? Non. La Banque centrale n'a pas la main pour gérer cette transaction. C'est-à-dire que ce n'est pas un intermédiaire dans cette transaction que je vais effectuer à l'aide de mon compte PayPal. Un deuxième exemple, c'est le Play Store ou le App Store, par exemple, que vous connaissez tous. Donc, alors, l'App Store ou bien le Play Store, c'est une boutique en ligne où je peux acheter des applications. Bien évidemment, il y a des applications qui sont gratuites, que je peux télécharger gratuitement, et il y a des applications qui sont payantes, que je dois payer pour les acheter. Donc, automatiquement, si je veux, par exemple, acheter des applications, qu'est-ce que je dois faire?
je dois alimenter mon compte App Store. C'est-à-dire que je dois mettre de l'argent dans mon compte App Store. Une fois que je mets de l'argent dans mon compte App Store, on va me dire que votre compte App Store, il est alimenté, il est rechargé par exemple de, je dis n'importe quoi, de 1000 dirhams par exemple. Et je peux acheter avec ces 1000 dirhams tout ce que je veux, mais au sein de l'App Store. Je ne peux pas acheter quelque chose d'autre en dehors de l'App Store. Donc, c'est de la monnaie que j'ai dans mon compte App Store. Donc, est-ce que quand je vais acheter, par exemple, une application avec ces 1000 dirhams, est-ce que je dois passer par ma banque? Est-ce que je dois passer par mon compte bancaire? Non. Donc, est-ce que la Banque centrale a la main sur les achats que je vais faire à partir de mon compte App Store ou bien à partir de mon compte Play Store? Non. Donc là, on parle d'un système qui est décentralisé. Donc la Banque centrale n'a pas la main sur l'App Store, n'a pas la main sur mon compte sur Play Store. Donc il y a plein d'exemples comme cela. Il y a par exemple le Spotify pour la musique. Je paye un certain montant d'argent dans des boutiques online, par exemple, etc. Il y a aussi l'exemple de la carte prépayée. Alors, la carte prépayée, c'est une carte qui n'est pas liée directement à mon compte bancaire. C'est une carte que je vais avoir, que je vais recharger. Je vais mettre dans cette carte une somme d'argent déterminée. Par exemple, je vais mettre dans ma carte une somme de 1000 dirhams. Est-ce que ces 1000 dirhams sont liés à mon compte bancaire? Non. C'est une carte qui est indépendante de mon compte bancaire. C'est une carte qui est prépayée. Je veux voyager, par exemple, à l'étranger. euh, Au lieu, par exemple, d'amener de l'argent avec moi en liquide, c'est-à-dire de l'argent fiduciaire, des pièces ou bien des billets de monnaie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir ma banque, je vais essayer d'acquérir une carte prépayée que je vais recharger. Comme ça, j'ai une carte prépayée avec moi dans ma poche. Une fois j'arrive là-bas, je vais l'insérer dans un guichet et avoir de l'argent, le montant de l'argent que je veux, mais bien sûr, ça dépend de combien j'ai rechargé ou bien quel est le montant avec lequel j'ai alimenté ma carte prépayée. Donc, est-ce que ma carte prépayée est liée à mon compte bancaire? Non. Est-ce que la Banque centrale a la main pour gérer les différentes transactions que je fais à l'aide de ma carte prépayée à l'étranger, par exemple? Non. C'est une carte prépayée que j'utilise dans les différentes transactions et ces transactions sont limitées au montant que j'ai déposé dans ma carte prépayée. Alors, un autre exemple, par exemple, alors vous avez les gens qui travaillent, par exemple, dans des entreprises comme Shell, comme Total, etc. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne des cartes prépayées et ce sont des cartes pour payer c'est des cartes pour payer l'essence ou bien pour payer le mazout. Donc, automatiquement, quand il arrive dans une station d'essence, ils présentent automatiquement cette carte prépayée qui est délivrée de la part de leur entreprise et ils ne vont pas payer de l'argent à travers de la monnaie fiduciaire ou bien de la monnaie scripturale. Ce n'est pas à travers leur carte bancaire qui est liée à leur compte, mais c'est une carte prépayée qui est rechargée avec un montant d'argent et qui vont la présenter au monsieur qui travaille à la station pour faire du mazout ou bien de l'essence. Alors, les caractéristiques de la monnaie électronique. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire. Donc, je ne suis pas forcé à avoir un compte bancaire, mais je peux avoir un compte, par exemple, dans l'App Store, je peux avoir un compte dans Play Store, je peux avoir une carte prépayée, je peux avoir un compte dans PayPal. Et donc, tout cela, je peux l'avoir sans forcément avoir un compte bancaire ici au Maroc avec une carte qui est liée à mon compte bancaire. Alors, c'est une valeur qui est déjà payée avant de l'utiliser. Donc, généralement, quand on parle des formes de monnaie électronique, quand je vais faire un achat en ligne, par exemple, donc, c'est une valeur qui est déjà utilisée. Donc, je fais la transaction avant d'avoir la marchandise. Le libellé, il est en monnaie légale, c'est-à-dire que c'est vrai,
que le système est décentralisé. C'est vrai que la Banque centrale n'a pas la main sur les transactions que je veux faire, mais les différentes transactions, elles sont en monnaie légale. Les transactions que je veux faire, elles sont ou bien en dirham, ou bien en devise convertible, c'est-à-dire le dollar ou bien l'euro, ou bien dans n'importe quelle devise. Mais ça reste une monnaie légale. Hein? C'est-à-dire c'est une devise qui est acceptée par une banque centrale. Qui dit monnaie légale, c'est une monnaie qui est émise par une banque centrale. On va parler là de symbole de souveraineté. Hein? Donc, automatiquement, il va y avoir une monnaie légale qui est garantie par la banque centrale. Donc, c'est la différence entre de la monnaie électronique qu'on est en train de voir maintenant, ainsi que la monnaie, les autres formes de la monnaie numérique qui sont la monnaie virtuelle qu'on va voir tout de suite. Alors après, on a la monnaie virtuelle. Alors, on avait dit qu'on a plusieurs types de monnaies dans la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, je rappelle, c'est les pièces plus les billets. On a la monnaie scripturale, c'est la monnaie écrite, c'est le jeu d'écriture, c'est le jeu de compte. Et on a la monnaie numérique. La monnaie numérique, elle contient deux types de monnaie. On a la monnaie électronique, que je viens d'expliquer, et il y a la monnaie virtuelle. Alors, la monnaie virtuelle. Alors, dans la monnaie virtuelle, il y a trois types. On a une monnaie virtuelle fermée, on a une monnaie virtuelle unidirectionnelle et on a une monnaie virtuelle bidirectionnelle. Alors, la monnaie virtuelle fermée, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a quelques jeux, des jeux vidéo, des games que vous pouvez jouer en ligne, par exemple. Et quand vous jouez ces jeux-là, vous avez des comptes. Hein, vous avez des comptes d'argent dans votre compte de jeu. C'est-à-dire vous êtes en train de jouer. Un des exemples qui sont connus ici, c'est le Warcraft, si vous connaissez. Donc, c'est un jeu. Quand vous êtes en train de jouer, vous avez un compte et que c'est un compte que vous devez alimenter et dépenser de l'argent de ce compte-là au sein de ce jeu. Donc, c'est une monnaie qui est virtuelle. Mais pourquoi on l'appelle c'est une monnaie virtuelle fermée? Parce que je ne peux pas faire ressortir l'argent que j'ai dans mon compte, que j'ai dans mon compte dans le jeu et faire des achats avec elle. Non. Donc, si je suis en train de jouer et j'ai par exemple dans mon compte une certaine somme, je ne peux pas avoir cette somme en liquide, je ne peux pas avoir cette somme en billets ou bien en pièces, je ne peux pas avoir cette somme dans mon compte bancaire. Donc, c'est une monnaie fictive, une monnaie virtuelle qui reste dans ce jeu-là. Mais je peux faire tout ce que je veux tant que je suis connecté dans le jeu avec cet argent. Donc, c'est ce qu'on appelle une monnaie virtuelle qui est fermée. Fermée parce qu'il ne peut pas sortir en dehors du jeu, en dehors de l'application. Je suis connecté avec plein de gens dans le monde, partout dans le monde. Je suis en train de jouer avec eux. Je peux faire beaucoup de choses avec mon argent, mettant que je suis dans le cadre du jeu. Je ne peux pas acheter, par exemple, du pain avec de la monnaie que j'ai dans mon compte Warcraft, par exemple. Je ne peux pas faire un transfert d'argent vers le compte de ma cousine à travers du jeu Warcraft. Très bien, c'est l'exemple de la monnaie virtuelle fermée. Après, on a la monnaie virtuelle unidirectionnelle. Alors, la monnaie virtuelle unidirectionnelle, c'est par exemple les Air Miles. C'est quoi les Air Miles? Donc, supposons que je voyage beaucoup dans l'avion. Je prends beaucoup l'avion. Donc, une fois vous prenez l'avion à plusieurs reprises, hein, votre compagnie aérienne, il commence à vous compter les miles. Hein. Les miles, c'est combien vous avez parcouru avec cette même compagnie aérienne. C'est une sorte de fidélité. Donc, une fois, quand vous allez faire des voyages avec une certaine compagnie à plusieurs fois, on va vous donner des points, à des points qu'on appelle chez les compagnies aériennes des Air Miles. Donc, les miles qu'on va me donner, ça va me permettre parfois d'acheter des billets gratuitement, d'avoir des réductions quand je veux acheter des billets d'avion. Donc,
La monnaie qu'on m'a donnée, qui est une monnaie virtuelle unidirectionnelle, est-ce qu'elle est liée à mon compte bancaire? Non, elle n'est pas liée à mon compte bancaire. Est-ce qu'elle est liée à un compte bancaire? Non, il n'est lié à aucun compte bancaire. Donc, c'est une monnaie que je ne peux pas transférer à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a dit que c'est unidirectionnel. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette monnaie en payant des billets d'avion. J'ai payé des billets d'avion, par exemple, avec de la monnaie scripturale ou bien avec de la monnaie fiduciaire, par exemple. Donc, unidirectionnel parce que je peux aller de la monnaie fiduciaire ou bien de la monnaie scripturale à la monnaie virtuelle. Mais est-ce que je peux transférer cette monnaie virtuelle à une monnaie qui est fiduciaire? Non. C'est pour ça qu'on a dit c'est unidirectionnel. Ça va aller dans un seul sens. J'ai de la monnaie qui est fiduciaire, par exemple, j'ai des billets de banque, j'ai des pièces de banque, je peux acheter des billets d'avion. Une fois je vais acheter beaucoup de billets d'avion, la compagnie aérienne va m'offrir des miles. Alors, ces miles, je vais pouvoir acheter avec ces miles des billets d'avion peut-être gratuitement. Donc, est-ce que je peux transférer, par exemple, ces miles que la compagnie aérienne m'a donné en un autre bien? Est-ce que je peux transférer ces miles à mon frère, par exemple? Non, c'est pas transférable et je ne peux pas acheter avec ces biens quelque chose d'autre. Est-ce qu'ils peuvent me convertir les miles en argent? Je veux pas voyager, par exemple, et j'aimerais qu'on me convertisse les miles que j'ai en argent. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller à partir des Air Miles et de le convertir en argent liquide. C'est pour ça qu'on dit que c'est une monnaie virtuelle qui est unidirectionnelle. Je peux aller de la monnaie fiduciaire, de la monnaie légale à une monnaie virtuelle unidirectionnelle, les Air Miles, mais je ne peux pas faire le contraire, hein. C'est-à-dire, il y a seulement un sens. Je vais de la monnaie légale aux Air Miles, je ne peux pas aller ou bien convertir les Air Miles en monnaie fiduciaire. C'est pour ça qu'on a dit que c'est une monnaie virtuelle unidirectionnelle, parce qu'on parle d'un seul sens. Donc la transaction, c'est juste en un seul sens. Donc, toujours dans la monnaie virtuelle unidirectionnelle, par exemple, vous avez les points de fidélité. Les points de fidélité, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous avez un abonnement chez Tessalat Al-Maghreb, par exemple, que ce soit un abonnement mobile, Internet ou un abonnement de fixe, par exemple, vous accumulez des points. Donc, une fois que vous accumulez un certain nombre de points, Tessalat Al-Maghreb peut vous offrir, par exemple, un téléphone gratuit. Donc, comment vous avez pu acheter ce téléphone gratuit? C'est à l'aide de ces points de fidélité que vous avez collectés, que vous avez cumulés. Donc, une fois que vous cumulez ces points de fidélité, vous allez, par exemple, acquérir ce téléphone hein, de manière gratuite. Est-ce que cet argent avec lequel vous avez acquis ce téléphone-là, il est lié à un compte bancaire? Non. Est-ce qu'il existe dans un compte bancaire? Non. Donc, ça dit c'est une monnaie qu'on appelle virtuelle. Pourquoi, encore une fois, c'est une monnaie virtuelle qui est unidirectionnelle? Parce que les points que me donne Tessalat Al-Maghreb, je ne peux pas les convertir en argent. Je ne peux pas aller, par exemple, chez Tessalat Al-Maghreb et leur dire oui, voilà, j'ai cumulé des points. Est-ce que vous pouvez me convertir ces points-là en dirhams? Donc, Tessalat Al-Maghreb va vous dire non. Non, on ne peut pas vous convertir à des points de fidélité parce que c'est des points de fidélité, parce que c'est une monnaie virtuelle unidirectionnelle qui ne va pas dans les deux sens. Je peux la transférer de la monnaie fiduciaire, de la monnaie légale en points de fidélité, oui, parce que je paye un abonnement et cet abonnement me permet de cumuler des points de fidélité. Mais je ne peux pas aller des points de fidélité et les convertir en argent. Est-ce que je peux transférer ces points de fidélité à mon frère? Non, c'est pas possible. Est-ce que je peux acheter avec ces points de fidélité du pain auprès de Marjan, par exemple? Non, c'est pas possible. Donc, c'est une monnaie qui est certes virtuelle parce qu'il n'est lié à aucun, bon, à aucun compte bancaire, mais aussi c'est une monnaie virtuelle qui est unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on parle d'un seul sens, hein, c'est-à-dire de la monnaie légale, de la monnaie fiduciaire au point de fidélité, et je ne peux pas faire le sens contraire, c'est-à-dire des points de fidélité, les convertir en monnaie légale ou en monnaie fiduciaire. Alors, le troisième
type qu'on a de la monnaie virtuelle, c'est la monnaie virtuelle bidirectionnelle. Exemple, le Bitcoin, le Libra, qui sont des exemples de crypto-monnaies. Alors, la crypto-monnaie la plus célèbre maintenant dans le monde, c'est, comme vous le savez, c'est le Bitcoin. Mais il y a un peu plus de 1000 crypto-monnaies qui circulent dans le monde. Le Bitcoin, c'est la monnaie la plus connue, mais il y a beaucoup de crypto-monnaies. Alors, dernièrement, il y a des banques centrales qui parlent, hein, qui ont décidé de créer leur propre crypto-monnaie. Donc, alors, la caractéristique de la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est virtuelle, qui est dans un système qui est totalement décentralisé. Donc, la banque centrale n'a pas la main pour gérer la crypto-monnaie. Elle n'a pas la main pour gérer de la monnaie virtuelle. Donc, comme un des exemples que vous avez des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin par exemple, c'est le Libra. Le Libra, c'est une monnaie qui a été créée par Facebook. Donc, et Facebook peut après exiger que les gens qui vont acheter quelque chose sur Facebook doivent faire leurs transactions à l'aide du Libra. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais Facebook peut l'exiger après. Et il y a bien sûr beaucoup de monnaies, hein, de crypto-monnaies qui existent. C'est un peu plus de 1000 crypto-monnaies dans le monde entier. Donc, la crypto-monnaie, c'est quoi? Alors, c'est une monnaie qui est émise de pair à pair. C'est d'une personne à une autre personne, hein, de pair à pair, de façon directe, sans pouvoir passer par une banque centrale, par exemple. Donc, on parle toujours d'un système qui est décentralisé. Il n'y a pas une banque centrale qui a la main, hein. Sauf, comme j'ai dit, il y a quelques banques, par exemple le Canada, la Banque centrale du Canada, ils ont décidé de créer une crypto-monnaie qui leur est propre, hein. Donc, ils ont décidé de créer une crypto-monnaie. Comme ça, il va y avoir une crypto-monnaie qui fait partie d'un système qui est centralisé. Mais pour l'instant, quand on parle par exemple des différentes crypto-monnaies qui existent actuellement dans le monde et qui dépassent un nombre de 1000, c'est des crypto-monnaies, hein, qui font partie d'un système qui est décentralisé. Donc la banque n'a pas la main pour gérer les différents types de crypto-monnaies. Alors, la crypto-monnaie, elle utilise les principes de cryptographie et associe l'utilisateur au processus d'émission et de règlement des transactions. Donc, la crypto-monnaie, il travaille dans un système où chaque utilisateur il est automatiquement lié aux différentes transactions qui se passent dans ce système, sans pour autant passer par une banque centrale ou par quelqu'un qui va valider votre opération ou bien qui va valider votre transfert. Alors, au Maroc, par exemple, quand je veux faire, par exemple, un virement, ou bien je dois le faire de manière électronique, à travers, par exemple, l'accès à mon application actuellement. On a des applications bancaires, je peux accéder à mon application, à mon compte bancaire, et faire un virement directement, hein. Ou bien, je dois aller voir mon chargé de clientèle dans mon agence bancaire et lui dire s'il vous plaît, j'ai besoin de faire un compte bancaire, j'ai besoin de faire un transfert bancaire et il va s'assurer d'abord que j'ai de l'argent dans mon compte bancaire et après, il va valider le transfert après mon accord et ma signature, par exemple, du montant. De manière électronique, je vais accéder à l'application, je vais accéder à mon compte à travers l'application et effectuer le virement. Alors, l'application, elle est automatiquement connectée à mon compte bancaire. Donc, automatiquement, quand je fais le transfert, ma banque, ils vont vérifier comme quoi j'ai bien évidemment de l'argent, comme quoi le compte du destinataire, la personne à laquelle je veux envoyer de l'argent existe, bien évidemment, et ils peuvent valider le transfert. Dans l'exemple de la crypto-monnaie, il n'y a pas cet intermédiaire de chargé de clientèle ou bien de banque. Donc, il n'y a pas la personne intermédiaire, hein, entre moi et l'autre personne qui va recevoir l'argent, hein, qui va faire le check-in, qui va valider comme quoi Adam il a de l'argent dans son compte bancaire et depuis il peut transférer de l'argent à un compte bancaire d'autrui. Dans un système de crypto-monnaie,
c'est un système qui est pair à pair. Je vais automatiquement faire la transaction avec l'autre personne. Et c'est le network, hein, c'est le réseau de pair à pair qu'on appelle, qui va faire le check-in, hein. Donc, automatiquement, tout le monde est connecté à ce réseau-là. Tout le monde est connecté à travers une machine qui va faire un certain nombre de calculs pour s'assurer que effectivement j'ai de l'argent ou pas. Alors, les caractéristiques de la crypto-monnaie. D'abord, c'est une monnaie qui est indépendante de tous les systèmes bancaires. Il n'y a pas un système bancaire qui gère cette crypto-monnaie. Toutes les transactions sont totalement anonymes et sécurisées. Il est très, très difficile de voir une contrefaçon avec du Bitcoin, par exemple, ou avec du Libra, ou avec du Ripple, par exemple, qui sont des crypto-monnaies. Le transfert de l'argent se fait de manière très rapide, en quelques minutes seulement, alors que pour faire un virement bancaire, par exemple, même si j'accède à mon application, à mon compte bancaire, si on a différentes banques, le transfert peut prendre 2 jours, 3 jours, 48 heures à peu près. Voilà. Alors que le transfert de l'argent au niveau de la crypto-monnaie, il est très, très facile et très rapide. Il n'y a aucun plafond, hein, qui est mis en place, hein, pour transférer de l'argent. Donc, pour transférer de l'argent, je peux transférer n'importe quel montant. Il suffit juste que j'ai ce montant-là, il n'y a aucune limite de transfert ni d'argent que je dois avoir au niveau de mon compte bancaire, et il n'y a aucun intermédiaire dans la transaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intervention d'une banque, par exemple, ou bien d'un chargé clientèle qui va dire oui, monsieur X a vraiment de l'argent, il va valider le transfert. Donc, au niveau de la crypto-monnaie. Alors, le Bitcoin, qui est un exemple de crypto-monnaie. Alors, le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie qui est née, qui a été créée. Donc, il a fait son apparition en 2009 et le Bitcoin a prouvé que c'est une véritable alternative aux monnaies classiques qu'on connaît. Aux monnaies classiques, donc c'est les monnaies légales qu'on connaît, hein, qui fonctionnent grâce au réseau informatique, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que plusieurs banques centrales, comme la Banque du Canada, ont décidé de créer aussi leur banque, leur monnaie, leur crypto-monnaie, parce que ça a prouvé que ça marche parfaitement. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que cette crypto-monnaie fonctionne à l'aide de ce qu'on appelle une blockchain, une chaîne de blocs. Alors, ce système de Bitcoin, par exemple, de crypto-monnaie, il repose sur un grand registre où sont notées toutes les transactions. Le grand registre, bien sûr, c'est une base de données, c'est un registre qui est informatisé. Alors, ce registre, il peut enregistrer l'ensemble des transactions depuis la création de votre compte de Bitcoin et depuis l'apparition de cette crypto-monnaie. C'est-à-dire, on sait très bien qui a créé le compte bancaire, quand il a créé, quelles sont les différentes transactions qu'il a faites. Et tout le monde peut avoir accès à ce registre-là, ce qui n'est pas le cas dans une banque normale. Ici, dans le blockchain, tout le monde peut avoir accès à ce registre. Tout le monde peut savoir qui a fait cette transaction ou pas. Mais bien sûr, quand vous allez avoir un compte, par exemple, de Bitcoin, quand vous allez travailler avec ce mode de blockchain, il y aura votre identité, votre vraie identité, et il y aura votre nickname ou bien votre identité fake. Donc, et les différentes transactions que vous allez les faire avec votre identité qui est fake. Comme ça, la transaction reste anonyme, mais on sait très bien que c'est vous qui avez fait la transaction. On sait que c'est vous à travers à travers votre nickname. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple un compte bancaire, un compte de Bitcoin, pardon. Donc, à travers ce compte Bitcoin, je vais faire des transactions. Donc, automatiquement, quand je vais faire des transactions,
dans mon compte Bitcoin, il y a mon identité réelle qui est Adam et il y a par exemple mon nickname qui est un code et qui est par exemple X200. Alors, automatiquement, quand je vais faire une transaction, tout le monde qui a accès au système blockchain de la Bitcoin, il saura que X200 a effectué une transaction. Mais il ne saura pas que c'est moi. Donc, ça permet de suivre l'ensemble des transactions. Donc, le système de blockchain peut enregistrer l'ensemble des transactions qui ont eu lieu avec le Bitcoin de manière anonyme et on peut s'assurer que c'est vraiment une transaction qui est sûre. Et automatiquement, toutes les personnes qui ont un compte Bitcoin peuvent accéder à ce registre-là et avoir de l'information, bien sûr, à propos de qui a fait cette transaction, et ils vont trouver que le X200 a fait une transaction X de transfert ou bien d'achat. Ils ne sauront pas ma vraie identité, mon identité réelle, mais ils sauront que j'ai fait cette transaction. Donc, c'est une transaction qui est sûre, mais qui est anonyme. Alors, le blockchain, comme on a dit, il se base sur la vérification du transaction qui est réalisée par les mineurs. Les mineurs, c'est le membre du réseau qu'on appelle P2P, c'est Peer-to-Peer Network. C'est un réseau qui est constitué de plusieurs personnes. Les personnes, ils travaillent à partir des machines. Les machines vont faire des calculs pour savoir si effectivement la personne qui a fait la transaction elle a de l'argent de son compte bancaire, est-ce qu'elle est autorisée à faire cet argent-là, est-ce qu'elle a ce bien, etc. Donc, on essaie de faire le rôle que faisait un chargé clientèle dans une banque normale. Très bien. Donc, une blockchain, c'est une base de données qui comporte tout l'historique des échanges réalisés depuis le début entre les utilisateurs depuis sa création. Donc, certains blockchains sont privés tandis que d'autres sont publics. Donc, on peut comparer le système de blockchain à un grand livre comptable qui reste anonyme et infalsifiable. Pourquoi infalsifiable? Parce que quand je vais faire la transaction, cette transaction va être vérifiée par plusieurs personnes qui ont un compte Bitcoin automatiquement à travers leur machine de calcul. Le système de blockchain, il n'est pas seulement utilisé dans la crypto-monnaie, il peut être utilisé dans plein d'autres choses. Donc, c'est juste un système de gestion qui a été créé en 1991. Alors, c'est quoi la différence entre la crypto-monnaie et entre la monnaie scripturale, par exemple? Alors, au niveau de la monnaie scripturale, on a une personne A qui va faire un transfert d'argent à la personne B. La personne A a un compte bancaire, la personne B a un compte bancaire. Donc, la personne A qui va faire un transfert, il va ou bien aller voir le chargé clientèle à la banque, ou bien il va accéder électroniquement à l'application pour effectuer le virement bancaire. Automatiquement, la personne A va effectuer ce virement, elle va accéder au compte bancaire et faire le transfert, faire le virement. Ce virement ne va être autorisé qu'après la validation de la banque, qui est ici l'intermédiaire. Et c'est la banque qui va transférer l'argent au compte de la personne B, qui peut être ou bien dans cette même banque ou bien dans une autre banque. Donc, c'est ce qu'on appelle un système qui est centralisé. Pourquoi il est centralisé? Parce qu'il est géré par une seule entité qui est la banque centrale. Donc, il gère l'ensemble des transactions qui se passent dans le marché, par exemple, monétaire au Maroc. Dans l'exemple du Bitcoin, par exemple, de la crypto-monnaie, vous avez ici un système qu'on appelle peer-to-peer network, P2P. Donc, c'est un système de pair à pair. Les pairs, c'est l'ensemble des gens qui ont un compte de Bitcoin. Les gens que vous voyez ici, c'est des gens qui ont un compte de Bitcoin. Automatiquement, ils sont connectés à travers des machines et le serveur contient des grilles qu'on appelle des grilles de calcul. Comme par exemple, le A qui a un compte en Bitcoin va faire un transfert à la personne B qui a un compte de Bitcoin.
l'ensemble de ces personnes-là vont automatiquement checker à travers la grille de calcul, est-ce que le A, il a vraiment de l'argent? Est-ce que le B existe vraiment? Est-ce que le A existe vraiment? Et ils vont automatiquement valider la transaction à travers une grille de calcul. Donc, c'est un transfert ou un virement qui est plus sûr. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas par une seule personne, ça passe par plusieurs personnes. Deuxièmement, c'est plus facile, donc c'est rapide, le transfert il est rapide. Et troisièmement, on ne relève pas d'une banque centrale, comme le premier exemple qu'on a vu ici. Donc, là, c'est la différence entre un système bancaire centralisé et un système de blockchain, de crypto-monnaie. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'on a un système qui est centralisé, qui est contrôlé par la banque centrale. On a une monnaie fiduciaire, une monnaie scripturale. Et on a un système décentralisé qui est hors contrôle de la banque centrale, qui contient la monnaie numérique. La monnaie numérique, c'est la monnaie électronique et c'est la monnaie virtuelle. Alors, au fil du temps, on a vu l'évolution de la monnaie. Au début, on a commencé par une monnaie divisionnaire. Après, donc, je vois ici, Zakaria, je finis, je te donne la parole, ok? Donc, on a connu une évolution. On a commencé par la monnaie marchandise. Après, c'est la monnaie métallique qui est la monnaie divisionnaire. Après, la monnaie fiduciaire, c'est les billets plus l'argent, hein, plus l'argent, la monnaie divisionnaire, les pièces de monnaie. Après, on est passé aux monnaies scripturales, c'est de la monnaie écrite, hein, dont un des moyens pour faciliter sa circulation, c'est le chèque bancaire. Après, on est passé à ce qu'on appelle de la monnaie numérique qui contient la monnaie électronique et la monnaie virtuelle. Donc, ce qu'il faut retenir à travers ce processus-là, c'est que les formes de monnaie ont évolué selon le principe de ce qu'on appelle une dématérialisation croissante. Autrement dit, à chaque fois, on passe d'une monnaie tangible à une monnaie qui est moins tangible. Juste après, on va passer, par exemple, on est passé d'une monnaie divisionnaire à une monnaie fiduciaire, à une monnaie scripturale, qu'on a dit une monnaie écrite. Après, on parle d'une monnaie électronique. Et puis, on parle maintenant de la monnaie qui est totalement virtuelle. Donc, on peut dire que les formes de la monnaie avaient été régies selon le même principe régissant la télévision et la radio. Lorsqu'on a découvert pour la première fois la télévision, tout le monde disait que c'est fini pour la radio. Et pourtant, la radio est toujours là. Donc, cette logique a été respectée à travers l'évolution des différentes formes de monnaie. C'est vrai qu'on a atteint maintenant la monnaie virtuelle, mais on a toujours de la monnaie divisionnaire, on a toujours de la monnaie fiduciaire, des billets de banque, on travaille toujours avec de la monnaie scripturale. Donc, jamais on abandonne une certaine forme de monnaie. Comme vous avez dans le travail à faire, il y a toujours des exemples de troc, hein, de monnaie marchandise. Donc, on n'a jamais abandonné une monnaie pour une autre. Donc, c'est ce qu'on appelle, hein, un système de dématérialisation croissante et c'est un principe fondamental régissant l'évolution des formes de la monnaie. Donc, très bien. Donc maintenant, je vais passer je vais donner la main d'abord à Zakaria. Oui, Zakaria. Monsieur, Oui. en ce qui concerne les transactions dans le blockchain, monsieur, Oui. vous avez dit que s'il y a une transaction entre A et B, tout le monde vérifie cette transaction. Oui. Et monsieur, est-ce que ce sont des simples utilisateurs comme A et B ou ils travaillent avec le... Non, c'est des simples utilisateurs. Ah, d'accord. C'est des simples utilisateurs, mais ils ne vont pas vérifier cela manuellement. C'est leur machine de calcul. Quand vous allez créer un compte Bitcoin, on va prendre vos informations, vous êtes automatiquement connecté à une machine, connecté à des serveurs. Et automatiquement, vous allez vérifier, c'est votre machine en fait qui va le faire, qui va vérifier. Bon, en fait, c'est un système qui est un peu complexe. C'est votre machine, à travers ce qu'on appelle des grilles de calcul, qui vont s'assurer que effectivement cette personne-là a de l'argent dans son compte bancaire, effectivement
Il est autorisé à faire ce transfert de biens ou bien d'argent. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, dans le système de crypto-monnaie ou dans le système de Bitcoin, il y a un registre qui est commun. Et automatiquement, quand que vous avez créé le compte de Bitcoin dans le système de blockchain, vous avez accès à ce registre. Donc, automatiquement, toutes les personnes qui ont un compte Bitcoin, ils ont accès à ce registre-là. Donc, mais ce registre-là, il a des codes. C'est-à-dire, Adam, vous allez trouver X200. Yasmine, vous allez trouver Y100, par exemple. Je dis n'importe quoi. Chacun a des codes. Mais vous pouvez savoir X200, qu'est-ce qu'il a fait, Y100, qu'est-ce qu'il a fait. Vous pouvez avoir accès à l'ensemble des différentes transactions. Donc, automatiquement, vous pouvez vérifier. Vous ne faites pas cela manuellement parce que c'est huge le nombre de détenteurs de comptes Bitcoin, mais c'est fait grâce au serveur à travers des machines, des grilles de calcul. Très bien, donc je donne la main à Aya. Oui. Cette monnaie électronique, la Bitcoin, par exemple, C'est une monnaie virtuelle, oui. oui, elle peut être convertie en monnaie scripturale ou pas? Oui. Alors voilà, donc c'est une question très importante. Alors, la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu différents types de monnaie virtuelle. Donc, je reviens ici. Donc, on a une monnaie virtuelle qui est fermée, une monnaie virtuelle qui est unidirectionnelle. Alors, les deux types de monnaie, la monnaie virtuelle fermée et la monnaie virtuelle unidirectionnelle, ils ne peuvent pas être convertis en monnaie légale. Par contre, à de la crypto-monnaie, je peux avoir du dollar. Avec ce dollar-là, je vais acheter de la Bitcoin, par exemple. Et je peux vendre avec la Bitcoin et avoir en contrepartie du dollar. Donc, c'est, comme on a dit ici, c'est bidirectionnel. Donc, je peux aller du dollar, par exemple, ou de l'euro au Bitcoin, et je peux aller de Bitcoin au, au dollar, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a dit ici, c'est une monnaie qui est bidirectionnelle. Oh, monsieur, merci. Donc, je donne la main à Kramo. Oui, Kramo. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais savoir si les bons d'achat sont une monnaie virtuelle. Si les bons d'achat Oui. sont Sont une une monnaie virtuelle. Non, c'est un moyen pour faciliter la circulation de la monnaie scripturale. Ah, d'accord, Alors, merci, monsieur. la monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui existe dans une base de données hein, qui n'a rien à voir avec aucun compte bancaire. Le bon d'achat, il ne peut pas être forcément lié à un compte bancaire. Donc, le bon d'achat, c'est juste un document comptable, le bon d'achat. Donc, c'est pas une monnaie. Hein. C'est pas une monnaie pour dire est-ce que c'est une monnaie scripturale ou bien c'est une monnaie virtuelle ou bien c'est une monnaie électronique. Hein. Le bon d'achat, c'est comme si vous me dites la facture. Est-ce que la facture, c'est une monnaie scripturale ou bien c'est une monnaie virtuelle? C'est pas une monnaie. Aslan. Aslan, c'est pas une monnaie pour dire est-ce que c'est virtuel ou. OK. Très bien. Je passe à Myriam. Monsieur, s'il vous plaît, ce que vous avez dit pour le Bitcoin est le même cas chez PayPal? Alors tout à l'heure, alors je vais revenir. Donc, PayPal, c'est une monnaie électronique. Alors, quand je dis PayPal, hein, c'est une monnaie qui est libellée légale. Alors, je reviens. Donc, alors, là, je vais parler des caractéristiques de la monnaie électronique. Pas besoin d'un compte bancaire. Effectivement, dans un PayPal, je n'ai pas besoin d'un compte bancaire lié à ma banque. C'est une valeur qui est payée avant de l'utiliser. Et c'est une monnaie, hein, c'est une monnaie qui est libellée en monnaie légale. C'est-à-dire, quand je vais accéder par exemple à mon compte bancaire, vous allez trouver que j'ai par exemple 100 dollars. 100 dollars, qui dit dollar, c'est une devise qui est légale.
le dollar, par exemple, le dollar américain, c'est une devise, c'est une monnaie qui est émise par le Federal Reserve. C'est la réserve fédérale, c'est la banque centrale des États-Unis. Donc, automatiquement, c'est une monnaie qui est légale. Donc, le PayPal, c'est une monnaie qui est électronique, mais on travaille avec de la monnaie légale. Quand on parle, par exemple, de la Bitcoin, c'est même pas de la monnaie légale. Donc, c'est une monnaie qui est virtuelle. C'est une monnaie qui est transférable. Je peux la convertir en dollars ou bien en euros, par exemple, mais ce n'est pas une monnaie qui est libellée en monnaie légale. Ce n'est pas une transaction qui est libellée en monnaie légale. Quand vous faites, par exemple, une transaction avec le Bitcoin, vous allez acheter un bien, par exemple, avec 100 Bitcoin. Ce n'est pas 100 dollars. Alors que quand vous allez travailler avec un compte PayPal, vous allez acheter, par exemple, je vais acheter, je sais pas moi, un téléphone en ligne et je vais le payer via mon compte PayPal. Le téléphone, il coûte combien? Il coûte par exemple 100 dollars. Je vais le payer via mon compte PayPal. Est-ce que c'est de la monnaie libellée légale? Oui, c'est une monnaie légale. Et c'est ça la différence entre le PayPal qui travaille avec de la monnaie légale et le Bitcoin qui est une monnaie virtuelle, qui n'a rien à voir avec la monnaie légale. Elle est convertissable, mais ce n'est pas de la monnaie légale. Alors, je donne la main à Amel. Oui? Monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer la crypto-monnaie? Qu'est-ce que vous n'avez pas bien saisi dans la crypto-monnaie? Monsieur, la définition. Alors, j'ai dit que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est émise de pair à pair. Donc, c'est une monnaie qui est virtuelle, c'est-à-dire ce n'est pas une monnaie qui est en dollars ou bien en dirhams ou bien en euros. C'est une monnaie qu'on va inventer et on va se mettre d'accord. Comme quoi, voilà, je vais inventer une monnaie, par exemple, que je vais appeler, par exemple, Adam, et qui va être, par exemple, une monnaie virtuelle et qui va être gérée par une base de données informatique. Seules les personnes qui accèdent à cette base de données informatique peuvent avoir un compte en cette monnaie qui est virtuelle. Alors, comme j'ai expliqué, la différence entre la monnaie virtuelle et le Bitcoin et le dirham, par exemple, c'est que le Bitcoin est géré dans ce système informatique, dans ce système électronique, dans cette base de données virtuelle. Alors que le dirham, par exemple, il est géré par ma banque, il est géré par la banque centrale. C'est une monnaie légale qui est émise par une banque centrale. Alors que la monnaie virtuelle, ce n'est pas une monnaie qui est émise par une autorité légale. C'est un ensemble de personnes qui se sont mis d'accord, qui ont fait confiance à une monnaie qui est ici, par exemple, le Bitcoin, le Libra ou le Ripple, par exemple. Ils se sont mis d'accord, ils accèdent à travers la base de données qui regroupe l'ensemble des détenteurs de ce compte, l'ensemble de la communauté qui travaille avec le Bitcoin, et on va commencer à faire des échanges avec ce Bitcoin et des achats avec cette Bitcoin. Alors, le Bitcoin, elle est convertissable en devise et le devise est convertissable en Bitcoin. Quand j'accède, par exemple, à la base de données Bitcoin, je peux acheter, convertir ma monnaie qui est, par exemple, euro ou dollar à du Bitcoin. Et le sens contraire est aussi faisable. Je peux convertir mon compte Bitcoin à mon compte en dollars, par exemple, ou en une devise convertie. Très bien, donc je donne la main à Selma. D'accord, merci, monsieur. Marhaba. Oui, Selma? C'est bon, monsieur. Très bien. Alors, ici, j'ai Fatima Zahra. Oui, Fatima Zahra. J'en entends rien. Donc, est-ce que quelqu'un veut toujours réagir?